Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour faire le point sur la séance boursière à la mi-journée et puis la grande édition du soir à 17h pour décrypter les enjeux de marché, mais aussi les tendances. À la une de cette séance boursière, le chiffre de l'inflation dépasse finalement les attentes au mois d'octobre aux États-Unis. Après les prix à la production en phase avec les attentes hier, la progression des prix à la consommation dépasse le consensus pour atteindre une hausse de 0,9% sur un mois, donc au mois d'octobre, et de 6,2% sur un an. Hausse généralisée à tous les secteurs, même si nous le verrons, l'énergie est sans surprise touchée, comme le logement ou encore l'alimentation. Nous nous demanderons en plateau si ce chiffre peut avoir un impact sur le calendrier de la Fed ou encore sur les marchés dans un contexte d'inflation transitoire qui continue de durer et même de progresser. Nous nous pencherons également sur la situation chinoise avec des prix à la production qui flambent de leur côté et un risque immobilier intégré à présent par la Fed comme risque pour l'économie américaine. La Chine qui voit ses usines souffrir de coupures d'électricité et qui voit sa croissance s'essouffler, représente-t-elle un ou plusieurs risques pour l'économie mondiale? Nous en parlerons donc en plateau également. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, dans le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur la collecte ETF depuis le début de l'année et notamment sur les tendances au sein de cette collecte avec un focus sur septembre et octobre proposé par Arnaud Gian, responsable de l'activité iShares de BlackRock. Smart Bourse, c'est parti. Et on commence comme d'habitude avec Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et c'est finalement un repli, bien que léger, pour la bourse de Paris. Wall Street entame la séance en baisse. L'accélération aux États-Unis de l'inflation met de l'eau au moulin d'incertitude quant à l'attitude de la Fed. En octobre, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% et de 6,2% sur un an, soit leur niveau le plus élevé depuis la fin 1990. Cumulé à la forte hausse des prix à la production annoncée mardi, cette nouvelle donne indique que les entreprises reportent la hausse de leurs coûts sur les consommateurs. On relève aussi qu'en cette veille de Veterans Day, le département du travail indique avec un jour d'avance que les inscriptions au chômage ont diminué de 4 000 à 267 000. Lundi, dans son rapport sur la stabilité financière, la Fed mettait en garde contre des niveaux de valorisation élevés. Et puis d'autres sorties, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dit s'attendre à ce que l'inflation se maintienne à un niveau impressionnant l'année prochaine. James Bullard de l'antenne de Saint-Louis table quant à lui sur 2 hausses de taux en 2022. Focus sur les valeurs. La hausse de Total Energy atténue les pertes du CAC alors que le baril de Brent se maintient en vue de $85. Alstom est en nette progression après l'annonce d'une hausse de son chiffre d'affaires et d'un carnet de commandes qui s'étoffe. La marge d'exploitation ajustée a en revanche nettement reculé. Le groupe indique que le cash flow sera positif au second semestre. Arkema progresse. Le chimiste français relève encore ses prévisions de résultats pour 2021. SPI bondit. Le marché spéculerait sur un rapprochement avec Eiffage après l'annonce du rachat d'Equans par Bouygues. Valneva décolle. Le laboratoire franco-autrichien et la Commission européenne ont conclu un accord allant jusqu'à 60 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 d'ici à 2023. Crédit Agricole recule avec des revenus en hausse. La banque verte a vu son résultat net progresser de plus de 43% sur un an. Demain, Veterans Day et 11 novembre, il faudra s'attendre à des volumes de transactions moindres. Côté valeur, ArcelorMittal dévoilera ses comptes du 3e trimestre. Voilà, Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. On regarde rapidement la tendance du CAC 40 au moment où on se parle. Le CAC 40 qui est à l'équilibre, plus 0,07% à 7048 points.
Et c'est parti pour Planète Marché où nous allons tenter de décrypter les grands enjeux des marchés financiers avec nos 3 invités en plateau. Vincent Lecartier est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Vous êtes gérant et responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave. Pierre Bismuth est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur général et responsable des gestions de Myria AM. Et Nicolas Gutzmann est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef économiste chez Financière de la Cité. Messieurs, sans surprise, on va commencer par commenter ce chiffre de l'inflation. On peut commencer avec vous, Nicolas Gutzmann. Je rappelle donc une inflation aux États-Unis au mois d'octobre supérieure au consensus, plus 0,9% sur un mois, plus 6,2% sur un an. Donc supérieure au consensus, je le disais, mais une hausse surtout généralisée. Alors il y a des secteurs plus touchés que d'autres, des secteurs d'ailleurs qui touchent directement les consommateurs, l'énergie, le logement, la nourriture ou les voitures, on pourra en parler. Mais que penser de cette hausse de l'inflation, on s'y attendait, mais supérieure à ce à quoi on s'attendait déjà, qui était déjà une hausse très élevée, on attendait déjà plus 5,9%. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on est toujours dans la même dynamique. C'est que moi, j'ai pas l'impression spécialement qu'il y ait pour l'instant un élargissement plus important que par le passé. Pour le moment, on a toujours cette division qui est celle entre biens durables, biens non durables et les services. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau de dépenses des consommateurs américains n'est pas supérieur à la tendance d'avant-crise, ce qui veut dire qu'en gros, on n'a pas vraiment non plus de raison de s'alarmer vraiment sur le long terme. C'est-à-dire que le niveau de dépenses total n'est pas alarmant. Ce qui est par contre vraiment problématique, c'est que le niveau de dépenses sur les diverses catégories diverge assez largement par rapport à ce qui était avant crise. Du coup, par exemple, sur les biens durables, qui représentent normalement 10% de la consommation aux États-Unis, en fait, on a eu des périodes, notamment au printemps, où la consommation était 40% supérieure à la tendance d'avant-crise. Du coup, vous avez évidemment une pression sur la demande qui est extrêmement forte et qui produit effectivement une forte élévation des prix sur ce niveau-là. Ensuite, donc là, ce phénomène-là dure toujours parce que justement, pour l'instant, la réouverture de l'économie n'est pas totale. Surtout, quand on regarde le niveau de dépenses sur les services, on est encore 5% en dessous de la tendance, ce qui veut dire que là, sur ce plan-là, en fait, on a encore du chemin à rattraper, alors que sur les 2 autres catégories, on dépense plus qu'avant la crise. Donc la question, c'est de savoir combien de temps encore l'économie va devoir attendre avant que justement cette normalisation du consommateur américain se produise. Je pense que ça va durer encore plusieurs mois. On peut encore avoir des chiffres très élevés, mais a priori, on va dire que pour le mois, je pense que le bon point de départ, ce sera sans doute avril de l'année prochaine, parce que les effets de base ont commencé. On a 3 mois qui sont très importants sur l'inflation. Cette année, c'était avril, mai et juin, Bien sûr. qui ont produit des inflations très importantes le mois. Et donc l'année prochaine, à partir du moment où on va effacer ces mesures-là du chiffre de l'inflation, on va pouvoir avoir une normalisation de la situation. Et ce qui devrait se produire en même temps que justement la capacité aussi des entreprises, on va dire, à répondre à la demande supplémentaire qui a eu lieu ces derniers temps. Donc on va dire une normalisation. Donc je pense qu'on peut s'attendre encore à des chiffres très élevés pendant les 6 prochains mois. Mais par contre, je pense que ça enlève pas du tout le caractère transitoire de la situation, parce qu'effectivement, oui, ça dure plus longtemps, mais sur le transitoire, je pense que ça va rester quand même le cas. D'accord, donc le niveau finalement d'inflation sur ce mois d'octobre, donc je le rappelle, supérieur au consensus, parce que c'est là en fait où il y a une surprise, c'est qu'on s'attendait à ce que ce soit élevé, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi élevé, mais ce que vous nous dites, c'est que de toute façon, en fait, comme on est sur un horizon d'inflation élevé à 6 mois encore, faut pas s'alarmer d'un niveau d'inflation encore plus élevé que ce qu'on et il y avait attendait. notamment il y a un élément qui est le shelter, qui représente une large, enfin donc ce sont les loyers aux États-Unis et tout ce qui est relatif à l'immobilier, qui est une part assez importante du CPI, en fait, qui a augmenté, on va dire sans doute plus qu'attendu. Mais en fait, quand on regarde le niveau de cet indice-là, en fait, on est encore en dessous de la tendance d'avant-crise. C'est-à-dire que oui, on progresse plus vite que ce qu'on pouvait en attendre, mais pour l'instant, on n'est même pas revenu à la tendance d'avant-crise. Donc, il y a des éléments qui sont en période de rattrapage. Donc voilà, on va avoir un rattrapage sur certains éléments. Et pour le moment, tous ceux qui devraient baisser, justement, parce qu'on devrait avoir justement une espèce de correction de ceux qui ont trop monté au printemps, pour l'instant, ne se produit pas. D'accord. Donc, effectivement, il y a une asymétrie dans le mouvement. Pour le moment, ce qui devrait baisser ne baisse pas pour le moment, et ce qui avait baissé pendant la crise, remonte, revient au niveau, et donc on a une asymétrie qui va durer encore effectivement ces prochains mois. Et alors, bon, effectivement, il y a des éléments dont on sait que c'est des éléments transitoires. Pour autant, une inflation qui progresse plus que prévu mois après mois, est-ce que ça pose pas quand même les bases d'effets de second tour qui vont se créer, s'auto-réaliser finalement? Oui, c'est toute la question. Et donc là, vous regardez le personal income, c'est-à-dire donc le revenu des ménages américains. Et là, on voit en fait effectivement, on a eu des phases pendant la période de crise d'une très forte expansion de ce revenu des ménages, notamment sous l'effet des chèques qui ont été envoyés par l'administration. Mais là, on est plutôt en phase de normalisation. Si je regarde la tendance, on est aujourd'hui en termes de revenus des Américains, ils sont à 2,5% au-dessus du niveau d'avant-crise, mais en train de baisser de façon assez sévère, et on va sans doute revenir justement à cette tendance d'avant-crise. Donc
Et ça, c'est la très grande différence, je pense, avec les années 70. Si on regarde les années 70, on voyait que le niveau de revenus des Américains, en fait, augmentait très largement, mois après mois, ce qui permettait d'alimenter l'inflation. Mais là, en fait, on a justement ce phénomène inverse, c'est-à-dire que le niveau des revenus, pour l'instant, est en train de revenir au niveau où il était avant crise, en tout cas sur la tendance. D'accord. Et donc, du coup, ça nous permet, on va dire, je pense, d'être assez confortable sur la suite. Ensuite, effectivement, comme vous dites... Pas qu'une hausse de salaire, finalement, des hausses de salaire... Pour le moment, elles ne sont pas suffisamment importantes, en tout cas, pour faire bouger le niveau de revenus de la totalité des ménages. Ensuite, c'est quelque chose qui pourrait peut-être arriver, mais pour l'instant, je pense vraiment qu'on n'en est pas là. Et quand on voit le détail des hausses de salaire qu'on voit, notamment qui sont bien retraduits par le Wage Tracker de la Fed d'Atlanta, en fait, on voit que ça touche surtout certaines catégories bien particulières et que pour le moment, et je pense que c'est celles qui sont politiquement les plus visées par l'administration, c'est-à-dire en gros les plus bas salaires, les femmes, en fait, c'est toutes les catégories dont on voulait voir justement les salaires augmenter. Et bien oui, ils augmentent, donc on peut juste s'en féliciter, mais pour le moment, il n'y a pas d'impact vraiment sur les salaires en agrégé. Vincent Lecartier, votre vision sur cette inflation, donc je le rappelle encore une fois, plus haute qu'attendue, avec notamment quand même ces secteurs, l'énergie, le logement, la nourriture, les voitures neuves et d'occasion, que des secteurs qui touchent directement le consommateur. On peut se poser aussi si la perception de l'inflation ne peut pas avoir un effet un peu autoréalisateur. Alors, je pense qu'effectivement, pour les ménages, on va avoir, pour une grande partie d'entre eux, des augmentations de salaire. Pour moi, c'est effectivement acquis. Je pense que ça sera un palier. Donc, on n'est même pas sur la négociation, on est déjà sur l'acquisition de l'augmentation de salaire. Mais ce n'est pas très compliqué pour les entreprises américaines d'accepter de faire ce sacrifice, dans la mesure où elles ont aujourd'hui un taux de marge qui est simplement historiquement élevé. C'est-à-dire vous avez un taux de marge en moyenne sur le Standard & Poor's de 12. Bien sûr. Ce qui est absolument colossal. Pour indication, le CAC 40, on est à 7 seulement. Pour le DAX, on est à 8. Donc c'est simplement pour montrer... que non seulement ils ont pu réintégrer les hausses de coûts de production, et en plus de ça, ils peuvent encore réintégrer des hausses de salaire. Exactement. Donc ils ont pour moi la marge de négociation nécessaire pour faire passer des hausses de salaire ou accorder des primes, ce qui est encore mieux. C'est-à-dire que vous compensez le phénomène transitoire de hausse des prix que vous subissez à l'heure actuelle, et 6 mois plus tard, si effectivement les prix commencent à redécliner, vous avez évité de faire passer une hausse structurelle de vos coûts. Et vous avez par contre accepté de compenser, entre guillemets, pour le ménage, la perte de pouvoir d'achat temporaire qu'il a pu avoir. Donc pour moi, il va y avoir des packages qui vont être négociés par les entreprises qui vont permettre aux ménages de toute façon de préserver plus ou moins leur pouvoir d'achat. Et une fois encore, les entreprises américaines aujourd'hui, elles n'ont absolument aucun problème. Je parle dans l'ensemble, évidemment, quand on va dans le détail microéconomique, là c'est autre chose, mais dans l'ensemble, il n'y a aucun problème pour faire passer des hausses de salaire. Ce n'est pas un sujet. Donc ce niveau de l'inflation n'est pas inquiétant au mois d'octobre aux États-Unis ? Non, surtout que vous avez énormément de contributions très volatiles. Prenons simplement le pétrole. Très volatile, mais qui dure quand même depuis un petit moment. Enfin, c'est toujours l'éternelle question. Bien sûr. Ce transitoire durable, au bout d'un moment, c'est... L'inflation, c'est une variation d'une période sur une autre. Donc effectivement, cette année, comme vous aviez des effets de base qui étaient extrêmement bas, vous avez une progression qui est extrêmement forte. Vous avez un pétrole qui est passé de 50 à 85, 65% de hausse sur le pétrole. C'est spectaculaire sur un an. Est-ce que vous voulez reprojeter cette hausse sur l'année prochaine ? Si vous reprojetez cette hausse sur l'année prochaine, vous tombez grosso modo à 140, c'est-à-dire le plus haut historique du pétrole. C'est invraisemblable. Donc déjà, si vous allez de 85 aujourd'hui à 100, c'est-à-dire que vous avez une progression de 20% des prix du pétrole, c'est beaucoup, mais c'est qu'un tiers de ce que vous avez eu comme inflation cette année sur l'énergie. Et donc ça se verra sur le rythme d'inflation l'année prochaine. Donc simplement par effet de base, vous verrez l'année prochaine énormément de produits déclinés, enfin de rythme de hausse de prix on compare décliné. À 2020 où effectivement il y avait moins d'inflation, du coup, donc ça vient expliquer, c'est l'effet de base qui vient expliquer en partie. Bien sûr, et l'année prochaine, pour beaucoup de produits, je vous prends un autre exemple, depuis grosso modo 1 mois et demi, le prix du fret a baissé de 60%. 60%. Bien sûr. Oui. Donc ça veut dire que c'était transitoire et que là, ça se régule. Ça n'empêche que même comme ça, il reste en hausse on doit être encore en hausse de 300%. Mais voilà. Mais on a des mouvements de baisse de prix qui sont absolument spectaculaires, simplement parce qu'on est sur des choses qui sont atypiques, anormales. On a un système économique mondial qui est complètement déréglé, et Nicolas l'a très très bien expliqué en disant qu'on a une concentration d'activité sur les biens industriels et un manque d'activité sur les services. Lorsqu'on aura une pandémie qui sera plus ou moins maîtrisée, il est clair que l'activité sur les services reprendra normalement, et vous aurez à ce moment-là un report d'activité vers les services, et c'est plutôt de ce côté-là qu'on aura cette fois-ci des hausses de prix.
C'est plutôt de ce côté-là qu'il va falloir Donc surveiller. encore de l'inflation finalement. Donc, de l'inflation, mais elle va se déplacer d'un côté vers l'autre. Et surtout, le problème, c'est que le poids des services dans les pays industriels est beaucoup plus important que celui des biens de consommation industriels. Bien sûr. Si vous regardez la consommation de façon agrégée. Donc le report de l'un vers l'autre n'aura pas du tout les mêmes effets en termes d'inflation. Alors, il y a quand même un sujet également, là vous parlez notamment de la hausse du prix du pétrole et on pourra se poser la question de son impact sur les marchés financiers. Mais si on regarde l'énergie, il y a aussi ce sujet de transition énergétique qui vient reposer la question de l'effet transitoire finalement de ces hausses des prix quand on doit les répercuter sur les coûts des entreprises. Là aussi, vous dites pas d'inquiétude pour le moment ? Non, je pense que de toute façon, on va rentrer dans une phase d'investissement massif pour développer, une nouvelle industrie décarbonée. Donc pendant un certain temps, vous allez avoir énormément d'investissements pour la numérisation de nos économies et pour la transition énergétique. En parallèle de ça, il va falloir maintenir une activité sur l'ancienne industrie. Bien sûr. Parce qu'on voit notamment en Chine ou même en Europe. Donc la perspective, c'est quoi ? C'est effectivement d'avoir une sollicitation d'investissement qui va être extrêmement forte, publique et privée. Pour que ces choses-là se passent bien, l'inflation n'est pas forcément un mauvais sujet. Et la question du pétrole, de toute façon, au fur et à mesure, elle va être érodée. Donc oui, on sait par avance qu'on va avoir un surcoût au niveau énergétique avec les quotas de CO2. C'est évident que ça va peser sur les marges des entreprises. Mais une fois encore, quand vous avez des marges bénéficiaires à 12, est-ce que c'est très compliqué de ramener ça de 2 ou 3 points plus bas pendant quelques années ? Si en face de ça, vous avez une pérennité de votre activité, pour moi, ce n'est pas un énorme sujet. Donc oui, pour la bourse, ça se paiera, c'est-à-dire qu'on aura effectivement une bourse qui sera flat ou même une phase de déclin fugitive avant de redémarrer. Mais une fois encore, si vous pérennisez votre activité, votre chiffre d'affaires et derrière vos bénéfices, pour moi, c'est ça ce que recherchent les investisseurs. C'est la régularité dans l'effort. Et avec du coup des marges effectivement aujourd'hui en 2021. La question sera toujours de savoir si la demande est aussi forte en 2022. On va revenir sur les entreprises plus spécifiquement. Juste avant, Pierre Bismuth, même question. On réagit à ce chiffre qu'on attendait depuis le début de la semaine, qu'on attendait depuis même l'annonce du tapering de la Fed la semaine dernière. Un chiffre plus élevé que prévu, très élevé. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Vous êtes aussi rassurant et rassuré que Vincent Lecartier, par exemple ? Oui, on voit que c'est quand même l'effet des goulets d'étranglement un peu partout sur les chaînes de production, l'effet des pénuries, effectivement la réouverture des économies avec une très forte demande sur le pétrole. Et quand on voit la décomposition du chiffre d'inflation, c'est assez classique et en relation avec les pénuries qu'on subit, que ce soit sur les semi-conducteurs, que ce soit sur la production de voitures, puisque dans la composition du chiffre, 26% ça provient justement de la hausse des prix des voitures, notamment des voitures d'occasion. 30% c'est l'énergie, il y a 15% sur les machines à laver. Donc en fait, on a vraiment la matérialisation économique des pénuries dont on parle depuis. Bien sûr, mais pour le consommateur qui achète sa machine à laver au quotidien ou autre, c'est là où je me dis, mais il va forcément aller négocier son salaire. Donc là, on entend que effectivement les entreprises ont les moyens, mais il va contribuer du coup à alimenter. Il peut contribuer à alimenter une inflation. Effectivement, mais on a eu le chiffre du salaire réel qui a été publié, donc les salaires réels qui sont en baisse de 1,8%. Donc en fait, quand on compense, on voit que les hausses de salaire sont positives, corrigées de l'inflation, mais ne suivent pas cette inflation. Donc pour l'instant, c'est vrai que les effets de second tour, ils sont plutôt assez faibles et on a plutôt une baisse du salaire réel sur le consommateur américain, alors que les chiffres d'inflation sont effectivement élevés par des effets de base notamment et des effets de pénurie. Maintenant, ce qui est intéressant au niveau des marchés, c'est la réaction extrêmement tranquille qu'on a eue à ces chiffres. On a eu, alors effectivement, ce qui bouge le plus, c'est le 2 ans américain. Avec le 2 ans américain revient, tape sur la barre des 0,50 parce que la Fed ancre son taux court terme à 0. Et donc, on a une courbe des taux qui est en train d'essayer de se normaliser et d'essayer on essaye tous de prévoir l'avenir avec les forwards. Les taux forward. Bien sûr. C'est vrai que on pense que ces taux forward ne veulent pas dire grand-chose. C'est qu'on a une courbe qui se déforme sous l'effet des chiffres publiés. Mais donc le taux à 2 ans
est à 0,50. Le taux à 10 ans, en fait, tape sur la bande des 1,70, revient à 45. Et on a eu un 1,52 là actuellement, pour le coup. Mais sauf que jeudi dernier, on a eu une baisse spectaculaire sur le chiffre de l'emploi. C'est quand même complètement contre-intuitif. Donc, en fait, moi, je pense que les marchés sont complètement au diapason de la Fed, que la Fed étant extrêmement pragmatique dans son discours, finalement, ça met en place un scénario assez confortable où on se dit que la Fed va être de toute façon derrière la courbe et que si elle agit, ça sera pour le bien de l'économie. Donc, peu importe à la limite le chiffre qui est publié, on sait que les chiffres vont être forts et on sait pour l'instant, on pense que pour l'instant que cette inflation est transitoire. Ce qui compte... On a envie de croire en tout cas le discours de la Fed parce qu'on sait que la Fed sera présente. Mais ce qui compte, c'est comment on rassure les investisseurs et l'environnement boursier et économique. Et là, pour le moment, c'est magistral de la part de la Banque centrale puisque effectivement, on dépasse les attentes et il se passe franchement pas grand-chose sur les marchés. Alors, oui, Nicolas Gutmann. Ouais. Sur ce point-là, c'est effectivement assez spectaculaire parce que quand on regarde, en fait, il y a les taux break-even qui sont la différence entre les TIPS et les taux américains qui permettent normalement de mesurer la compensation d'inflation qui est demandée par le marché. On arrive à des niveaux très élevés, on arrive à 2,70 par exemple sur 10 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on décompose en fait, cette courbe du break-even, en fait, on se rend compte qu'il y a au moins un point là-dedans qui est de la prime de liquidité et il y a une petite prime d'inflation qui est demandée. Mais en gros, le marché, pour l'instant, lui, ce qu'il achète, c'est en gros à peu près une inflation à 10 ans qui est à 1,90. C'est-à-dire que les mouvements qui ont lieu pour l'instant sur l'inflation n'ont aucun impact sur les marchés. C'est-à-dire que pour l'instant, le marché considère que la Fed est tout à fait en contrôle, qu'il n'y a pas de risque à moyen ou long terme de voir l'inflation complètement déraper. Ce n'est pas un risque qui est pris en compte par le marché pour le moment. Il y a un petit peu de prime d'inflation qui augmente. Et donc, je pense que là maintenant, pour la Fed, effectivement, c'est très important. C'est même essentiel de ne pas lâcher le morceau. Et si on veut faire même un parallèle un peu hasardeux, c'est il y a 40 ans, quand on a fait le mouvement inverse, c'est-à-dire, en gros, quand Paul Volcker est arrivé à la tête de la Fed, il a choisi, en gros, de venir justement lutter contre l'inflation. Il n'a pas hésité à mettre un grand coup, on va dire, sur le taux de chômage américain. Et bien aujourd'hui, il faut un peu, je pense, accepter l'effet inverse. On va voir effectivement un peu d'inflation pendant un moment, mais le but maintenant, c'est d'arriver au plein emploi. Et la Fed doit faire, à mon avis, tout son possible dans son discours pour dire, écoutez, c'est très bien, l'inflation, on est à 6%. C'est ça, mais donc en fait, l'objectif de la Fed n'est pas forcément l'inflation, finalement, ce serait peut-être plus la croissance ou le plein emploi. Justement, ils ont un mandat double qui, depuis 40 ans, était plutôt exercé du côté inflation plutôt que le plein emploi. Maintenant, je pense qu'on a rétabli l'équilibre. Et là, ils leur disent, écoutez, en fait, non, on a peut-être inflation de façon transitoire. Nous, c'est la projection qui compte et on veut vraiment retrouver le plein emploi. Donc oui, on va accepter cette inflation-là pour le moment. Notre but, c'est le plein emploi. Et voilà. Et donc, tant qu'ils arriveront à maintenir ce discours, et j'espère qu'ils le tiendront tout au long de l'année prochaine, et on peut même avoir une situation qui serait intéressante du point de vue de la Fed, on peut en croire de moins en moins, c'est d'avoir une inflation qui revienne graduellement au fur et à mesure de l'année vers les 2%. Et à ce moment-là, on va dire, il y a aussi un taux de chômage qui revienne ensuite, un taux de plein, le plein emploi qui revienne, on va dire, au fur et à mesure de l'année jusqu'à la fin de l'année prochaine. Et si jamais, pour l'instant, les projections du staff de la Fed, qui sont pour le moment à 2% sur le PCE Core, voire même un peu en dessous, se réalise, c'est-à-dire fin d'année prochaine 2% d'inflation et le plein emploi, et cette situation-là, selon les nouvelles règles de la Fed, ne suffiront pas à provoquer une hausse de taux. Donc, on pourrait très bien aussi se retrouver dans une situation comme celle-ci, c'est-à-dire un retour de la perspective, éventuellement de la crainte des inflationnistes qu'on a eu depuis longtemps, que cette thématique-là revienne, on va dire, dès le milieu de l'année prochaine. C'est pas du tout une impossibilité. Mais alors, du coup, on reparlera effectivement des marchés obligataires dans un instant, mais qu'est-ce qui pourrait pousser la Fed à augmenter ses taux plutôt que prévu, alors que là, on est sur un calendrier fin 2022, début 2023. Là, on a l'impression que rien ne pourrait pousser la Fed à accélérer son calendrier. Si on voit qu'il commence à y avoir une transition vraiment sur les salaires de façon anormalement élevée, je pense que là, effectivement, ils devront réagir. Pour l'instant, c'est pas le scénario principal. Je ne pense pas que ça se réalisera comme ça. Mais ça, c'est une possibilité. Et ensuite, il y a aussi une vraie pression politique. Joe Biden, juste après les chiffres de l'inflation qui ont été publiés cet après-midi, a déjà publié une réaction. On voit qu'il dit que c'est un sujet prioritaire pour lui. Donc, il y a une pression politique qui est forte. En plus, ils ont perdu une élection il y a peu de temps. Ils ne sont pas dans une situation confortable. C'est un sujet qui devient vraiment prédominant pour le public américain. On a les élections l'année prochaine qui vont se réaliser. Donc, évidemment, ils ont besoin de réagir par rapport à ça. Donc,
évidemment pas une situation confortable du tout. Et on a un plan à faire passer d'ici là avec un volet social et écologique, on pourra en dire un mot. Juste avant, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Pierre Bismuth, sur, sur le marché obligataire américain et notamment sur ce taux à 10 ans, puisque effectivement on voit un peu plus de volatilité, voire même plus de volatilité tout court sur ce taux à 10 ans américain, avec parfois des mouvements complètement contre-intuitifs. Comment est-ce qu'on regarde ce marché? Comment est-ce qu'on essaye de le comprendre? Effectivement, le chiffre de l'emploi est publié, il est plutôt bon, les taux s'effondrent. Comment est-ce qu'on regarde ça? Eh bien, en dynamique. En dynamique, ouais, c'est ça. C'est surtout pas sur le chiffre. En fait, non, nous, on le regarde. En fait, on pense que les taux vont graduellement ou monter, en tout cas ne pas baisser. Et c'est comme ça qu'on prend une position, en tout cas dans les fonds d'investissement. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus, probablement plus, soit neutre, soit court en duration par rapport à nos indices de référence. Mais surtout pas essayer de monétiser un chiffre et un mouvement d'hyper court terme. Parce que, un, c'est pas notre métier. Et deux, c'est vrai que quand on voit ce yo-yo sur les taux, aussi bien sur le 10 ans américain que sur le 10 ans allemand, par exemple, où on a vraiment des bandes de fluctuation qui sont très violentes en termes de pourcentage par rapport au niveau du taux. Bien sûr, oui. C'est vrai que c'est assez contre-intuitif, mais par contre, quand vous regardez en dynamique, c'est vrai que les taux ont beaucoup plus tendance à monter et que la courbe des taux essaye de se normaliser, alors plus aux États-Unis qu'en Europe pour l'instant. Mais vous avez un 30 ans américain qui ne dépasse pas les 2%, en fait, il n'y arrive pas, et en fait, on a plutôt un aplatissement de la courbe, ce qui tendrait à faire penser que les marchés jouent finalement un scénario à la 2004-2005 où on est une croissance visible long terme ad vitam sur un niveau de 2% plus inflation. Et cette inflation, elle est globalement plutôt autour de 2% prévue sur 10 ans. Donc là, on a une tentative de normalisation de la courbe des taux, mais tout le monde reste au diapason de la Fed parce que, et ce qui est très intéressant, c'est la différence entre la Fed et son action. Vous parliez de politique, là c'est budgétaire et c'est pas le boulot de la Fed. C'est pas le boulot de la Fed. Vincent Lecartier, un petit mot sur ce calendrier de la Fed et même des banques centrales de manière plus générale. Donc je posais la question à Nicolas Guzman de qu'est-ce qui peut accélérer le calendrier de la Fed. On a l'impression pas grand-chose. En revanche, il y a des banques centrales qui veulent accélérer et qui s'arrêtent au dernier moment juste avant d'accélérer, notamment la Banque d'Angleterre qui disait que justement à cause de l'inflation, il allait falloir remonter les taux. Puis finalement, non, on veut pas être le premier parmi les grandes banques centrales à remonter les taux. On a l'impression que ça donne, c'est que finalement on attend que le marché digère suffisamment constamment avant qu'une banque centrale puisse bouger. C'est une bonne impression? Je pense que les banques centrales pour le moment continuent de jouer good cop, bad cop. D'accord, ouais. C'est-à-dire que vous envoyez une fois en de temps en témoignent temps, les balais de gouverneurs qu'on voit derrière. vous envoyez une fois de temps en temps un faucon pour essayer de calmer le jeu quand vous avez une statistique d'inflation un peu violente en promettant vous inquiétez pas, on va s'en occuper de l'inflation. Et en réalité, tout ce que vous voulez faire, c'est calmer un petit peu le jeu sur les marchés financiers. Et la réalité, l'envie réelle des banques centrales aujourd'hui, c'est plutôt de garder des politiques très accommodantes, mais pas forcément sur le taux facial. L'important, c'est le taux réel. Donc vous pouvez vous permettre, en réalité la Fed peut se permettre de remonter un petit peu les taux d'intérêt quand vous avez un taux à 10 ans à 1,50 mais que vous avez en face une inflation à 4%, vous pouvez vous permettre de remonter un petit peu les taux d'intérêt, c'est pas un problème. La vraie question c'est de savoir, l'année prochaine, est-ce que le 4% d'inflation c'est toujours 4% ou est-ce que ce n'est plus que 2 ? Si c'est plus que 2, à ce moment-là c'est peut-être moins nécessaire d'augmenter les taux. Donc effectivement c'est très important de regarder l'inflation de ce point de vue-là. Mais je pense que le but final des banques centrales, de façon très collégiale, c'est surtout de permettre d'éviter d'avoir un énorme clash sur les marchés financiers parce que ça aurait des conséquences colossales sur l'économie réelle. Il faut pouvoir financer la transition énergétique et la transition, les investissements numériques des prochaines années. Pour ça, vous avez besoin d'énormément d'investissements privés. Donc, vous devez essayer d'avoir une stabilité financière qui soit forte. Bien sûr. Et pour ça, vous essayez d'avoir des taux d'intérêt qui restent attractifs, qui donnent envie aux investisseurs d'emprunter pour investir.
Donc il faut essayer de garder des taux d'intérêt réels qui soient le plus bas possible, voire même négatifs. Mais tout. Et ça, sur, Oui. sur l'investissement, c'est vraiment intéressant parce que je pense que c'est même la question cruciale, c'est que en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui sur l'investissement, enfin sur l'inflation, en fait, c'est souvent dû donc à des problèmes sur les chaînes de valeur qui sont souvent la conséquence du sous-investissement qu'on a eu depuis 10 ans. D'accord. Que ce Oui. sous-investissement-là, il vient justement de la trop faible croissance qu'on a connue dans les pays occidentaux, et que justement pour pouvoir corriger ça, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire cet énorme soutien de la demande qui a été mis en place par les banques centrales, provoque une hausse assez importante dans l'investissement, notamment dans le secteur industriel, et que en fait l'idée c'est vraiment de ne pas changer de braquet, parce que pour convaincre les entreprises justement d'investir bien davantage pour faire en sorte que leur chaîne de production soit à la hauteur de la demande future, donc ils ont besoin de beaucoup investir, mais si jamais aujourd'hui ils commencent à resserrer un peu les taux, en fait les entreprises vont se dire bon en fait on revient à la situation dans 10 ans, c'est pas la peine d'investir autant, donc on va s'arrêter, et puis voilà. Donc je pense que c'est très important de continuer l'effort là pour donner vraiment le signal au marché. Maintenant c'est fini, la période de faible croissance est finie, on va soutenir au maximum et pour que vous investissiez, et plus les entreprises investiront aujourd'hui, plus elles seront en capacité justement de faire baisser les prix demain, parce qu'elles auront les capacités, je veux dire, de répondre à la demande. Et donc ça veut dire que même après fin 2022, on peut échelonner encore les hausses de taux finalement, parce que finalement les investissements sur un an, c'est pas grand-chose. Bah ça, sur les taux, en fait, je pense que le point vraiment important à regarder, c'est vraiment là on voit par exemple une hausse assez importante du 2 ans. Si le 10 ans tient alors que le 2 ans monte, ça veut dire que si le 2 ans monte, on va dire, ça veut dire que les marchés anticipent des hausses de taux de la part de la Fed. Bien sûr. Et si le 10 ans va plus bas en réaction, ça veut dire que le marché considère que cette hausse de taux qui est anticipée par la Fed va dégrader la croissance future. Donc ça serait vraiment la... Oui, parce qu'il faut que la courbe reste pentue pour le coup. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est assez quand même intéressant, c'est que le 2 ans monte assez fortement, et pour le moment en tout cas, le 10 ans tient la route, il a monté également. Ça veut dire que pour l'instant, le marché considère que malgré la hausse de taux future qu'il anticipe, la croissance ne sera pas impactée à l'avenir par cette... Enfin, en gros, le marché est capable d'absorber cette hausse de taux. Bien donc sûr. ça, c'est plutôt rassurant. Pierre Bismuth. Oui, dernier point. Moi, je me souviens très bien qu'il y a 2 ans, on se plaignait tous de la faiblesse du taux d'inflation, notamment pour le ratio dette sur PIB. Et là, on a enfin des chiffres qui excèdent... Oui, c'est vrai, mais il y en a trop. Non, mais alors, il y en a trop, mais alors quand on lit sur 10 ans, on est quand même très très loin de la cible. Oui. Et donc, je pense qu'il faut réjouissons-nous encore une fois. On a des pilotes qui sont bien écoutés dans l'avion. C'est vrai qu'en ces temps de post-pandémie, avec d'énormes dépenses budgétaires, on a tous des ratios dette sur PIB qui sont globalement assez dégradés. On ne va certainement pas pleurer si l'inflation reste transitoire à un haut niveau. Ça ne peut qu'aider les métriques des finances publiques. Un mot... Lorsque les banques centrales remontent leurs taux en séquence, c'est-à-dire de façon fragmentée, les toutes premières n'ont pas d'impact négatif sur le marché d'actions. Ça. C'est après que ça. C'est les toutes dernières qui. Oui, donc la question c'est que jusqu'à quand la Fed pourra-t-elle monter ses taux quand elle commencera à monter ses taux. Les toutes premières l'année prochaine ou en 2023, pour moi, c'est pas un vrai sujet. Mais d'ailleurs, c'est une vraie question, parce que quand on regarde les hausses ou les baisses de taux de la Fed sur les 20 dernières années, le jusqu'à quand est une vraie question, puisqu'en fait, on a eu des baisses de taux après l'éclatement de la bulle Internet, on a commencé à les remonter, et puis il y a eu 2008, donc on a rebaissé les taux, on a recommencé à les remonter, il y a eu la pandémie, on les a rebaissés. Finalement, est-ce qu'on sait ce que c'est que des taux qui montent sur les marchés financiers? On était à 6 il y a 20 ans, à 4. La dernière fois qu'ils ont monté les taux, ils se sont arrêtés à 2,5. Donc c'est vrai que pourquoi redouter un cycle de hausse des taux? Parce qu'on imagine très très mal que, à moins vraiment d'un scénario aux années 70, mais personne ne l'imagine du tout, que les hausses de taux retapent 4 ou 6%. En tout cas, c'est pas du tout en faisant ce qu'ils ont fait depuis 20 ans qu'ils vont y arriver. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé depuis 20 ans, c'est qu'évidemment, ils montent les taux, mais ils le font trop tôt et de façon trop forte, ce qui fait que du coup, ça casse la croissance sur le long terme, et du coup, vous êtes obligé de rebaisser les taux derrière. Donc l'idée là maintenant, c'est vraiment de mettre les pieds au plancher pour que les taux remontent, enfin, le taux à 10 ans remonte, et de pouvoir suivre gentiment. Bien sûr. Mais de vraiment laisser de la place au marché. Donc à un rythme beaucoup plus calme finalement. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne parle absolument pas de l'Europe. Mais, non, là pour le coup, non, effectivement. Personne ne s'interroge sur l'action de la BCE. Voilà. Que penser de l'action de la BCE, Pierre Bismuth, qui pour l'instant explique à peu près la même chose, mais qui donne l'impression d'avoir plus de temps devant elle, entre guillemets, parce que la reprise aurait été un peu plus retardée en Europe aussi qu'aux États-Unis. Oui, mais en fait, c'est ça. On n'imagine pas. Déjà, on a des taux négatifs. Déjà, si on arrive à... Est-ce que ça serait une bonne nouvelle d'être à zéro ? Je pense que
oui, ce serait une excellente nouvelle d'être à zéro. Est-ce qu'on pourrait être à plus de zéro ? Pas facile. Hein. Ouais. Donc, heureusement, tout le monde a les yeux rivés sur les États-Unis et en fait, seul compte la Réserve fédérale américaine. Bah, c'est effectivement, et d'ailleurs on regarde même, pour parler des risques sur l'économie mondiale, le rapport de stabilité financière publié par la Fed. Vincent Lecartier, parmi les risques évoqués par la Réserve fédérale américaine, il y a notamment le risque immobilier chinois. En septembre, lors du scandale Evergrande, Jérôme Powell avait dit qu'il n'y a pas de risque sur l'économie américaine. Là, c'est publié dans le rapport de stabilité financière. Est-ce que c'est la nature du risque a changé? Est-ce que c'est de nature à inquiéter les marchés? Ou est-ce que c'est le métier de la Fed, tout simplement? Moi, je dirais que c'est le métier de la Fed, qu'entre-temps, ils ont vu aussi comment se comporte le high yield chinois. Donc peut-être qu'ils se posent un petit peu plus de questions. Il y a eu d'autres promoteurs immobiliers chinois qui ont agité un petit peu la bourse. Donc on a vu une chute de plus de 30% de Fantasia, par exemple, ce matin, promoteur immobilier chinois. Oui. Ils se sont peut-être dit qu'effectivement, le risque de contagion était peut-être un petit peu plus fort qu'on pouvait l'imaginer. Je pense que ça participe aussi je dirais de la confrontation entre la Chine et les États-Unis. C'est une manière de dévaloriser l'adversaire et c'est une manière de montrer que nous-mêmes, par contre, on fait attention à ce genre de choses, alors qu'eux ne sont pas capables de le faire. Alors Pierre, vous nous disiez que la Fed n'était pas politique, mais là, c'est une Fed un peu politique pour le coup. Elle l'est évidemment. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense vraiment qu'il y a un risque au niveau de l'immobilier chinois. Il y a un niveau de contagion, mais pas de contagion de l'immobilier chinois directement sur l'économie américaine, parce qu'on n'est pas du tout, ni même sur l'économie européenne, par ce risque, parce qu'on n'a pas de produits disséminés dans les fonds monétaires comme en 2008 et les subprimes. En revanche, la composition de la croissance chinoise et du poids de l'immobilier dans cette composition fait que si ça tremble au niveau chinois, c'est toute la croissance mondiale qui peut être pénalisée. C'est ça, parce que ça reste pour l'instant, même si c'est la croissance ralentie, la locomotive de la reprise aujourd'hui. C'est ça, parce que la Chine ralentit, mais depuis le début de l'année, on a quand même des chiffres de croissance supérieurs à 12%. Donc si on a le moteur immobilier chinois qui s'enraye et qui risque fortement de s'enrayer sous le poids des créances douteuses, c'est là l'impact sur l'économie mondiale. Et c'est là, à mon avis, que la Fed va attirer l'attention des investisseurs en disant... Mais n'y avait-il pas un risque plus grand à ne rien faire ? À ne rien faire. Sur l'immobilier, quand le gouvernement chinois a décidé de resserrer la vis un petit peu sur l'immobilier chinois et sur l'accès au crédit, n'y avait-il pas un risque plus grand finalement de laisser la situation filer? Alors, moi je ne suis pas un très grand spécialiste de la Chine, mais ni de ce genre de démocratie. Mais je pense que là, on touche au cœur de la politique du Parti communiste chinois. Et là, c'est vraiment pour le... entre guillemets, bien-être de la population chinoise. Et on n'est plus dans des règles économiques telles qu'on les connaît en Occident. Donc, nous, on pense sincèrement que Evergrande cette restructuration va être contrôlée par le Parti communiste chinois. Maintenant, si on veut appliquer des règles économiques occidentales à la résolution d'un problème chinois, je pense qu'on se trompe. Nous, on avoue qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Bien sûr. Oui. Sur comment restructurer une entreprise chinoise. En tout cas, ce que veut le Parti communiste chinois, comme il l'a fait avec l'éducation privée, qui sont devenues des sociétés à but non lucratif, c'est en gros contrôler l'économie et la mettre sous coupe. Bien sûr. Oui. Et contrôler cette restructuration. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est un coût assez fort, hein, mais donc il va falloir contrôler en fait cette pseudo-faillite, contrôler l'effet domino qui peut se produire sur l'immobilier chinois sans impact trop fort sur la croissance mondiale. Et je pense que c'est là où la Fed a voulu intervenir. Vincent Lecartier, en complément peut-être. Je pense qu'en fait la Chine cherche à rééquilibrer son fonctionnement, c'est-à-dire que jusque-là vous aviez une démographie qui permettait au pays de justifier de faire du quantitatif en priorité en termes de croissance. On sait très bien que la démographie est extrêmement défavorable et que ça va s'effondrer, donc du coup désormais le pays est obligé d'essayer de refaire du qualitatif, parce que de toute façon sa croissance va diminuer mécaniquement. Donc aujourd'hui, le deal qui est passé avec le peuple, c'est-à-dire je vous tiens fortement, mais en échange de ça, je vous apporte un enrichissement personnel. Si vous avez un déclin de la croissance, il faut essayer de le compenser. Et je pense que l'immobilier, c'est entre guillemets un investissement stérile.
C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir un toit, c'est très bien d'avoir des infrastructures, ils en ont déjà beaucoup. C'est pas la peine de gaspiller entre guillemets son argent là-dessus. Il vaut mieux réallouer les capitaux sur des choses qui soient plus constructives. Et le plus constructif, ça va être la transition énergétique, ça va être l'éducation des enfants de façon un peu plus tenue, c'est-à-dire un accès à l'éducation qui est gratuit ou à peu près, et en même temps, on vous interdit ou à peu près de jouer aux jeux vidéo. Enfin, voilà, des choses Pour votre bien. Pour votre bien, Ouais, pour votre bien, mais au bout du compte, c'est pour essayer d'augmenter le niveau de qualification de la population, d'augmenter son niveau de vie, d'augmenter la masse de population qui est un niveau d'enrichissement nettement supérieur à ce que ça produit aujourd'hui. Il y a des inégalités qui sont politiquement, dans un pays communiste, intenables. On est au même niveau d'inégalité que les États-Unis aujourd'hui. Donc ils ont besoin de faire cette transformation. Et alors Nicolas Gutzmann, je reviens sur la question initiale. Est-ce que le fait que ce soit inscrit dans le rapport de la Fed sur la stabilité financière est de nature à inquiéter les marchés plus qu'il y a 3 mois ou il y a 2 mois? Non, je pense pas. En plus, c'était un des éléments qui était souligné par la Fed, mais c'était vraiment pas le Oui, il y en avait d'autres, effectivement. Voilà, oui. Et en fait, finalement, de façon assez paradoxale, si jamais on avait un rééquilibrage de la croissance chinoise, effectivement, alors si on veut disséquer la croissance chinoise, on peut se dire que sur 6 points de croissance, par exemple, il y en a 2 qui sont faites, notamment sur l'investissement et donc aussi en partie sur l'immobilier. Et finalement, si jamais ils arrêtaient, évidemment, d'avoir cette espèce de croissance virtuelle, parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on a à peu près 90 millions de logements en Chine qui sont vides. On peut mettre 2 ou 3 pays européens entièrement là-dedans, enfin en termes de ménage, dans les appartements vides qui sont en Chine. Donc tout ça, évidemment, n'est pas productif pour l'économie chinoise. Donc c'est un problème. Ils ne peuvent pas continuer comme ça longtemps. Et la question maintenant qu'ils peuvent effectivement se poser, c'est de savoir comment ils vont faire maintenant pour justement compenser cette perte de croissance qu'ils vont avoir sur l'immobilier. Donc c'est le choix qu'ils ont aujourd'hui. Alors soit ils peuvent effectivement investir, comme vous le dites, par exemple sur la tech, enfin tout ce qu'ils veulent faire, notamment ce qui était prévu par Xi Jinping avec le plan China 2025, et donc technologie, éducation, ce genre de choses. Soit, ce qui me paraît être quand même un peu le deuxième schéma de Xi, c'est de réorienter ça plus vers la consommation, donc vers donner plus de pouvoir d'achat aux ménages chinois. Et là, pour le coup, ce qui peut être intéressant, c'est que si on avait même une baisse de la croissance globale chinoise, mais par contre une hausse de la consommation en même temps, c'est-à-dire qu'on perdrait une large part de l'investissement, mais même si ça faisait progresser un peu la consommation, finalement, je pense que sur la croissance, sur l'économie mondiale, c'est plutôt pas plus mal. D'accord. Parce que là, en fait, ce qu'on voit, et d'ailleurs ce qui est assez flagrant maintenant, c'est que toute cette idée justement de Chine qui fait des excédents sur le reste du monde, en fait, maintenant on a les images. C'est qu'on voit justement tous ces bateaux qui arrivent au port de Los Angeles, qui arrivent pleins, mais qui repartent vides. Et donc on se rend compte effectivement qu'il n'y a pas d'exportation, enfin très faible en tout cas de la part des Américains vis-à-vis de la Chine, alors qu'on voit beaucoup de produits. Que la question maintenant, c'est vraiment que les pays qui font des excédents massifs sur le monde, je pense on passe à la Chine, on peut penser également à l'Allemagne par rapport à ça, qui rééquilibrent en tout cas leur niveau de croissance pour permettre, on va dire, à leur population et à leurs ménages de consommer davantage, ce qui permettrait de corriger les grands déséquilibres macroéconomiques qu'on a depuis 20 ans maintenant, et d'avoir une croissance qui serait peut-être de meilleure qualité que celle qu'on a eue depuis ces dernières années. Alors il nous reste quelques minutes. Pierre Bismuth, dans le contexte actuel, vous nous rappeliez tout à l'heure qu'on ne parlait pas de la BCE. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde principalement l'Europe. Quel choix d'allocation d'actifs chez Miriam? Alors en cette fin d'année, nous on est très très équilibré puisque les marchés sont hauts, on est donc neutre. Mais alors quand je dis neutre, ça ne veut pas dire que nous sommes absents, hein. Ça veut dire qu'on gère cette fin d'année. C'est vrai que l'année a été très très bonne et on est très équilibré entre Europe et États-Unis qui font avec un petit biais dollar, hein, puisque le dollar quand même est assez protecteur en fait pour le fonctionnement d'un fonds d'investissement. Par contre, on est depuis quelques mois maintenant, globalement assez absent des émergents, notamment du fait des risques politiques immaîtrisables créés par la Chine. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une ambiance de marché financier organisé à l'occidental, et c'est vrai que on pense que les risques politiques occidentaux ne sont pas à gérer, par exemple, que ce soit les élections présidentielles ou autres, ça n'a pas lieu d'être géré. En revanche, c'est vrai que ce qui s'est passé cette année en Chine était globalement assez compliqué à anticiper, même à gérer. Donc il vaut mieux être absent, d'autant plus qu'on n'a pas d'émergents dans les indices de référence de nos fonds, et se concentrer sur des zones à forte visibilité, donc en premier lieu les États-Unis et en second lieu l'Europe.
Vincent Lecartier, la Chine, pareil, il vaut mieux rester un petit peu à l'écart aujourd'hui. Des années et des années que nous, on est plus ou moins à l'écart. On en a une représentation symbolique, mais on est plus ou moins à l'écart de la Chine comme des émergents de façon générale. Surpondération persistante sur les actions, surpondération persistante sur les États-Unis, sur le Nasdaq. On met l'Europe pour jouer en fait les émergents et la reprise du reste du monde de façon indirecte. Le Japon pour jouer l'Asie. D'accord. Ouais. Et sinon, moi je commence à réfléchir de plus en plus à revenir un petit peu sur l'or. Et le Japon qui fait son retour en force pour le coup, notamment dans les collectes d'ETF, on en parlait hier, qui revient depuis 2-3 mois effectivement dans les investissements. Oui. Je pense que c'est un bon moyen de s'exposer à la zone asiatique. Je pense que si vous avez pour idée qu'il va y avoir une numérisation, une robotisation des économies parce que vous avez un vieillissement des populations, à un moment, le Japon est un contributeur intéressant pour ça. Doit faire partie de l'équation. Nicolas Gutmann, même question pour finir. On a déjà dressé un panel assez vaste géographique. En tout cas, qu'est-ce que vous regardez, vous, aujourd'hui? La Chine, pareil, il vaut mieux ne pas trop s'exposer actuellement. Oui, non, la Chine, non, on va dire. En fait, vous parlez du Japon, mais je pense que effectivement, c'est un exemple intéressant parce que finalement, c'est sans doute un peu le canari dans la mine de la situation actuelle. C'est les premiers à avoir fait des plans de relance justement aussi importants que ça, on va dire depuis 2012, avec plus ou moins de succès, mais quand même, je pense, avec pas mal de succès. Et je pense que les Occidentaux sont en train de suivre cette voie-là. Et effectivement, je pense que la chose essentielle aujourd'hui, c'est vraiment de suivre ce qui se passe à la Fed. On a un mouvement, à mon avis, qui est vraiment le mouvement le plus important depuis 40 ans. Ce qui serait intéressant, justement, c'est qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur logique et faire en sorte que les économies occidentales reviennent à leur plein potentiel. Ça peut mettre plusieurs années, mais ce qui est un peu rassurant là-dedans, c'est qu'une fois qu'on sera à ce niveau-là, on pourra peut-être sortir un peu de la réflexion uniquement macro qu'on connaît quand même depuis pas mal d'années et de revenir sur un peu des fondamentaux, on va dire sur les entreprises et ce genre de choses, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on a évidemment que ça a un impact, mais l'impact macro est tellement important, on va dire, dans ce type de moment-là, que c'est vraiment, à mon avis, le sujet le plus important à suivre aujourd'hui. Et nous avons d'ailleurs très peu parlé des entreprises ce soir, mais on a beaucoup décrypté la macroéconomie. Merci beaucoup Nicolas Gutmann. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez Financière de la Cité. Merci Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions de Miriam. Merci Vincent Lecartier, gérant et responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave. Merci à vous de nous avoir suivis. On regarde le CAC 40 à la clôture à l'équilibre, un plus 0,03% à 7045 points. Et on se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et dans Marché à thème, on vous propose de revenir sur les tendances en matière de collecte d'ETF depuis le début de l'année, mais surtout sur septembre-octobre. Arnaud Giant, responsable de l'activité iShares de BlackRock, était hier sur le plateau de Smart Bourse. Écoutez. On aime bien commenter les records, il y en a assez souvent sur les ETF, mais donc là, il y a quelques chiffres ronds assez marquants. Donc il y a 1000 milliards de collectes, donc au global, l'industrie la plus large, qui comprend bien sûr les US, qui est largement en avance, qui en octobre a atteint 1000 milliards. Au passage, on a les actifs sous gestion qui ont dépassé les 10 000 milliards. D'accord. On est sur une croissance organique de 10%, et ce qui offre en fait une très bonne lisibilité et en tout cas une certaine, j'ai envie de dire, des informations statistiquement viables et correctes sur la vue d'allocation que l'on peut voir au travers des mouvements des ETF, des mouvements d'allocation aussi bien actions qu'obligataires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gestion passive finalement plaît de plus en plus à un certain nombre d'investisseurs? Alors, il y a effectivement des tendances de fonds structurels qui expliquent cet engouement. D'ailleurs, quand on regarde et qu'on décrypte les 1000 milliards de collectes, on va essentiellement voir des blocs qu'on dit de construction de portefeuille. C'est des outils qui sont très puissants pour la gestion privée, pour avoir son socle avec des frais de gestion qui sont quand même moindres. Donc, on va voir tous les grands indices actions, donc MSCI World, S&P 500, etc. Et à côté de ça, on sait que ce sont des outils
qui, de par leur granularité, on parle souvent des sectoriels, pays, etc., Bien sûr, ouais. offrent une maîtrise d'une allocation plus tactique. Et donc, on pourra effectivement regarder un petit peu les... Alors, on va regarder les tendances, notamment au mois de septembre-octobre sur les ETF. Juste avant, c'est bien de rappeler, de faire un contexte. Quel est le contexte d'investissement des ETF depuis le début de l'année? Donc, on a parlé effectivement de la collecte, mais encore, quelle tendance? Alors, si on essaie de décrypter cette collecte, on est déjà sur un très fort engouement action. Ça ne va pas vous surprendre. Ouais. On est sur des ratios de 75% sur actions et 25% sur obligataires, alors que normalement, on voit plutôt les deux s'équilibrer. On a même plutôt tendance à voir l'obligataire prendre le pas sur les actions parce que cet outil est également puissant en matière de liquidité. Bien sûr. Donc des ETF sont des marchés organisés comme des actions et donc de pouvoir le faire également sur l'obligataire apporte un intérêt majeur pour les investisseurs. Mais donc là, on est clairement sur des actions. Quand on regarde en termes derrière, entre guillemets, ces 1000 milliards, on s'aperçoit qu'il y a quelques grands gagnants de 2021. Certains sont ceux de 2020. Donc de cette crise du Covid, et d'autres sont des nouveaux. Donc on va voir en tête de liste les valeurs technologiques. D'accord. On sait que c'était des gagnants. Sans surprise pour le coup. Sans surprise d'un point de vue Covid. Par contre sur 2021, ils n'ont pas nécessairement tous un parcours exemplaire d'un point de vue performance. Et là en fait, on voit des investisseurs se porter sur les valeurs technologiques dans une logique de très long terme sur cette notion de valeur en fait défensive et de qualité. Que sont aujourd'hui les valeurs technologiques de par leur génération de cash flow qui est assez incroyable. D'accord. Ouais. Donc on a ce premier thème. Le deuxième, ça va être d'un point de vue factoriel, ce qu'on appelle les stratégies value. Donc ce sont des ETF qui sont basés sur des valeurs qui sont dites décotées, dans lesquelles la valorisation a un horizon qui est beaucoup plus court. Et dès lors qu'on est dans un régime où on a beaucoup plus de visibilité, de par le restart de l'économie, toutes ces incertitudes sont levées, elles ont un potentiel de rebond beaucoup plus fort. Donc on l'avait vu au dernier trimestre 2020 et on a vu se poursuivre cette tendance vers de l'investissement value sur le premier semestre. Et alors si on regarde maintenant spécifiquement les tendances septembre-octobre à la rentrée des classes entre guillemets et sur le dernier trimestre de l'année, est-ce que ces tendances ont évolué? On est toujours dans cette même tendance de fond? Alors déjà en termes de grands chiffres, on est toujours sur ce même rythme de croisière en termes de collecte. On est sur environ 200 milliards sur les deux premiers, le mois de septembre et octobre. On est sur certaines tendances qui sont confirmées. Donc la partie sectorielle, on a vu effectivement la technologie être encore en tête de collecte, suivie de valeurs plus cycliques telles que les financières. Donc on sait que la pontification de la courbe ont largement aidé. Ça, donc qui pourrait profiter effectivement de cette pontification de la courbe des taux. Exactement. Donc c'est probablement à plus court terme, mais en tout cas on a vu ce retour des financières. D'un point de vue factoriel, la value est un petit peu décalée et derrière. Donc on n'est plus vraiment sur cet engouement. Et on voit en fait les premières collectes revenir sur des stratégies min-vol. Donc on arrive sur des niveaux de valorisation qui sont assez élevés. Les stratégies min-vol en fait sont des stratégies avec une volatilité plus faible et donc sont censés protéger à la baisse, ce qu'on n'avait pas eu besoin de faire, j'ai envie de dire, en 2020 et 2021, bien sûr, depuis mars. Et donc c'était naturel de ne pas voir les flux. Et donc là, on voit timidement un retour malgré tout de ce type de stratégie, donc sur l'investissement factoriel. D'un point de vue géographie, donc on parle également pas mal d'allocations géographiques. On a bien sûr les États-Unis et l'Europe qui, d'un point de vue en absolu, tirent cette collecte. Mais par contre, ce qu'on peut lire derrière, c'est que viennent rapidement le Japon, qui était très largement en retard en fait sur 2018-2019 avec des décollectes assez fortes. Donc on a vu donc notamment grâce aux élections législatives un engouement fort pour un retour. Et ça c'est depuis septembre-octobre ou ça sous-tendait quand même depuis le début de l'année 2021? Non, c'est vraiment sur j'ai envie de dire les 3-4 derniers mois de l'année, derniers mois qu'on a compris. Donc le Japon qui revient finalement dans les investissements, en tout cas dans les choix d'investissement en ETF.
Totalement. On est sur 15 milliards, c'est un rattrapage de ce qu'on avait perdu sur les 2-3 dernières années. Et alors ce marché obligataire, parce que là vous nous avez parlé de mine-vol, donc en fait on se dit que finalement on va chercher le moins de risques possible, c'est finalement le réflexe qu'on aurait eu sur un marché obligataire normalement. Oui, maintenant le marché obligataire, on le connaît, il a effectivement des rendements qui sont tellement bas que le potentiel de diversification et d'intérêt dans une construction de portefeuille n'est pas totalement le même que celui qu'on avait il y a 2-3 ans. Il y a un thème central sur l'obligataire qui explique un petit peu cette collecte de 25%, c'est tout ce qui est lié au thème de l'inflation. Donc on a en fait des obligations et des indices en tout cas qui sont indexés sur l'inflation qui portent cette collecte à environ 40 milliards de collecte. On a un deuxième thème que l'on connaît qui est la quête de rendement. Enfin, aujourd'hui, c'est presque plus que de la préservation en fait, de capital, on va dire. Et donc, on voit en fait la dette émergente porter cette collecte depuis le début de l'année. Alors, un essoufflement sur les dernières semaines et derniers mois, mais notamment la dette chinoise qui intéresse énormément parce qu'il y a ce potentiel de diversification. Il y a ce rendement qui est de l'ordre de 4-5% qui convient entre guillemets à tout le monde, malgré le petit risque en termes de change porté au travers de ces investissements. Et l'obligataire corporate, du coup, un petit peu à la traîne, si je comprends bien ce que vous nous dites. Alors, un peu plus qu'à la traîne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des hauts et des bas qu'on a vus sur l'année. On reste en décollecte net d'un point de vue investment grade et high yield. Peut-être la seule partie qui résiste un petit peu, c'est ce qu'on appelle les fallen angels, donc qui se situent en fait au milieu, c'est-à-dire qu'on des rendements, donc ce sont des sociétés qui ont été en général downgradées et qui sont passées de investment grade à high yield, donc ils offrent des rendements qui sont désormais dans la catégorie haut rendement, mais malgré tout avec des solidités parce qu'elles ont un passif et une antériorité un peu plus solide avec d'anciens ratings qui étaient meilleurs. Et alors vous nous avez cité deux secteurs, hein, les tech ou les financières pour ces premiers mois de l'année. Est-ce que là sur septembre-octobre on continue sur cette même lancée ou on voit une rotation sectorielle s'effectuer? On continue sur cette même lancée. Donc les financières, on sait, là, on sort d'une saison de publication où elles ont très bien fonctionné, donc on a vu se poursuivre cette tendance. La tech, on a vu aucun essoufflement, on est sur 50 milliards de collecte depuis le début de l'année et c'est assez rythmé. Ce qu'on a vu un peu s'effacer, c'est la santé. Donc la santé était aussi un gros moteur sur le premier semestre, on le voit beaucoup moins. Et on a le secteur de l'énergie qui a pris entre guillemets le relais sur les derniers mois, et donc, mais ça reste un secteur très très volatile, donc on n'est pas sur les mêmes tendances en termes d'allocation, donc les mêmes notionnels, beaucoup plus faibles. Et alors très très rapidement, Arnaud Gillon, est-ce que le récent rallye sur le CAC 40 ou en tout cas les nouveaux records aux États-Unis pourraient avoir un impact sur la collecte ETF en fin d'année? Alors il y a toujours en fait une collecte assez forte cycliquement en fin d'année. On a ce fameux rallye de fin d'année qui apporte souvent beaucoup d'intérêt. On a aussi une tendance de fond à voir des investisseurs de temps en temps abaisser le risque, mais du coup en fait s'exposer sur des indices parce que certains ont cette marge de manœuvre par rapport à des benchmarks qu'ils utilisent. Donc on voit effectivement les intérêts se porter et on a plutôt envie de penser qu'il y a éventuellement un risque de melt-up, donc de voir encore le marché se poursuivre et donc la collecte encore continuer sur cette lancée sur les 2 prochains mois de l'année. Voilà une collecte ETF qui devrait se poursuivre sur cette lancée sur le reste de l'année. C'était Arnaud Gillon, responsable de l'activité iShares de BlackRock, qui était donc sur le plateau de Smart Bourse. Smart Bourse, c'est fini et je vous donne rendez-vous vendredi pour 2 nouvelles éditions. À vendredi. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.